Bienvenue dans cette édition version française, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, nous allons passer aux détails de nos informations. À la une de cette édition, la politique, les tractations entre les politiciens battent le plein si l'on se réfère au calendrier établi par les entités politiques qu'ils devraient remettre 3 noms chacun au poste de Premier ministre. Les HPM, l'AREMA, les SCOPOL ont tous tenu une séance de réunion ce matin au palais d'Amboutsrouadj pour trouver les 3 noms. Camille Vidal, l'actuel Premier ministre, Victor Malantzou, leader du HPM, elle dissidente de la mouvance Zaf El-Bir, et le général Fid sont parmi les noms qui circulent actuellement. Reportage de Fetara Koutrassou. Si l'on se réfère au calendrier établi depuis hier pour la mise en œuvre de la feuille de route, les entités politiques devraient remettre les 3 noms à proposer pour le poste de Premier ministre ce jour au président de la HAT, des noms issus de leurs propres entités politiques. Effectivement, ce jour, on a pu remarquer des va-et-vient des politiciens au palais d'État d'Amboutsrouadj. Toutefois, ces politiciens restent très discrets sur l'identité de ces premiers ministrables. Les tractations vont bon train entre les différents politiciens. Ce matin, Pierre Andjenatenen a par exemple avancé qu'ils vont se réunir pour trouver un accord sur les noms à proposer. D'après le président du Farim de Madagascar, le futur Premier ministre doit avoir la reconnaissance des forces armées pour qu'il puisse mener à bien sa mission, une disposition qui n'a pas été cependant prévue par la feuille de route. Qui sera donc le nouveau Premier ministre? 3 noms circulent actuellement. Camille Vidal est candidat à sa propre succession. Certains partis politiques proches de la HAT soutiennent la candidature de cet officier de l'armée malgache. Un autre nom issu de l'armée fait surface, celui du général Andjana Fitsou, un farouche opposant du président déchu Marc Ravalmanen, et Victor Malantzou, leader du parti Air Politique Amtambach HPM. Selon les explications de Pierre Holder, analyste politique, la réunion d'Amboutsrouadj entre dans le cadre de l'application de la feuille de route. Il estime que la SADC n'a pas le droit de dicter ce que doivent faire les partis malgaches. Donc, ils se sont convenus qu'à partir du mardi 5 octobre, donc aujourd'hui, ils peuvent envoyer au président Andradjel la liste des candidats qu'il propose pour le poste de Premier ministre. Donc, à partir d'aujourd'hui, ils peuvent donc proposer leur liste. Le président Andradjel a 10 jours, d'après ce qu'ils se sont convenus. Le président a 10 jours pour désigner le Premier ministre. Donc, on verra donc et les listes qu'il propose et le choix du président Andradjel par la suite. Selon le calendrier sorti avant-hier, le président Andradjel aura 10 jours pour désigner son Premier ministre parmi les listes proposées. Toujours est-il que la mouvance Ravalmanen a encore une fois boycotté la réunion d'aujourd'hui. Toujours dans cette page politique, la mouvance Zaf El-Bir pose ses conditions dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route. L'ancien président demande une répartition équitable des sièges pour les institutions de la transition. Le professeur Zaf El-Bir a convoqué la presse ce matin à la Villa Elisabeth pour annoncer ces conditions qui risquent encore de faire traîner le processus de mise en œuvre de la feuille de route. Reportage de Fetara Koutrassou. Le professeur Zaf El-Bir a revu sa position par rapport à la mise en œuvre de la feuille de route. Après avoir participé durant 3 jours aux réunions d'Amboutsrouadj, l'ancien président et ses partisans nient en bloc la démarche entamée par les G10 pour la mise en place des institutions prévues par la feuille de route signée. Manu Régis, qui a participé à différentes réunions, a rejoint ses amis à la Villa Elisabeth lors de cette conférence de presse. Fidèle à son franc-parler, l'ancien président de la République a fustigé le pouvoir actuel. Le docteur Emmanuel Rakoutvaïn exige la démission de l'actuel gouvernement, dont sa mouvance ne reconnaît même pas son existence. Nous attendons le papier et nous ne faisons pas la proposition parce que nous avons marre d'être réfutés quand on dit quelque chose. Si le papier arrive, je pense que mon patron il le fera. Voilà. Et donc vous dites que le communiqué officiel d'hier soir indiquant que les partis ont été sollicités pour présenter des noms, c'est donc un mensonge. Je n'ai pas dit une mensonge. J'attends une confirmation écrite. Vous avez déjà vos 3 noms? Ça, comme je disais tout à l'heure, c'est le président Sav qui le désigne, c'est pas moi. Je ne suis qu'un
Selon les explications du professeur Zafalbir, sa mouvance exige le partage égal et équitable des sièges au niveau des institutions, comme il a été décidé à Maputo. La majorité des Tananariviens et ceux habitant les périphéries se sont plaints des coupures incessantes de l'électricité depuis hier soir et qui ont continué de plus belle ce jour. Pour le quartier d'Ambudvoun, les coupures ont eu lieu depuis 4 heures du matin. Même chose pour Issouch. Jusque-là, toutefois, aucune raison apparente émanant de la société Jirama n'a été entendue. Reportage de Mamba Okafetanienne et Yves Chanel. Le Tutana fut plongé dans le noir depuis hier et toute la matinée d'aujourd'hui. Les familles, les établissements scolaires, les petites épiceries, les entreprises et même les hôpitaux de la capitale ont été encore une fois victimes du délestage. Cet atelier de menuiserie Sisa Issouch en est l'exemple. Ce matin, la coupure de l'électricité a duré plus d'1h15 alors que ces ouvriers ont débuté la journée dès 6h30 pour honorer les commandes des clients. D'après cet ouvrier, une énorme perte causée par cette coupure incessante sera prochainement enregistrée. Des retards dans la réalisation des commandes seront également envisageables. À Paris-Souch et ses environs, d'autres quartiers comme Ambudvoun, Itos, Manchezwanker et Doranfoot ont revécu au même moment le cauchemar du délestage d'hier et d'aujourd'hui. Joint par téléphone, le responsable de la communication de la société Jirama a expliqué que le problème n'est qu'une simple perturbation causée par l'insuffisance du gasoil dans les centrales thermiques, une information réaffirmée par le directeur général de Jirama dans une intervention téléphonique ce matin sur une chaîne privée de la capitale. Page sociale maintenant, 5 familles les plus nécessiteuses habitant en Batoubé ont été les hôtes de l'association Fiti hier. Cette association, dirigée par la première dame, Mial Radzouil, prêtant main forte aux plus démunis et aux plus vulnérables, a choisi de réaliser une visite inopportune hier à Batoubé. Des aides matérielles, financières et médicales ont été apportées. Certaines personnes présentant des maladies plus ou moins graves ont été hospitalisées ce jour. Anna Muriel, Michel Rakoutson et Nzara Ranjiatso. Dès qu'on parle d'Ambatbé, on a tout de suite en tête l'image d'un quartier résidentiel avec de belles villas luxueuses. Cette image est pourtant trompeuse, car ce Fukuntan renferme également des individus des plus démunis, issus des familles nécessiteuses. 60% de la population d'Ambatbé sont vulnérables, a souligné le président du Fukuntan. L'association Fiti a visité 5 familles habitant le quartier hier. Non seulement ces familles sont pauvres, mais aussi certains membres sont malades et sont obligés d'arrêter leurs activités. Victorine, âgée de 61 ans, était la première malade visitée par l'association Fiti, conduite par la première dame, Miali Radzouil, hier. Elle était atteinte de rhumatisme articulaire. Après auscultation des médecins et entretien avec la présidente de l'association, elle a eu droit à des aides matérielles, financières et médicales de la part de Fiti. Ce père de famille est atteint d'une maladie liée à son système nerveux. Il présente des tremblements qui ne s'arrêtent jamais. Auparavant, il pouvait maîtriser ses tremblements. Maintenant, à cause de l'insuffisance de moyens, la famille était obligée de réduire la prise de médicaments. Miali Radzouil et les membres de l'association Fiti lui ont offert des aides mensuelles et une assistance médicale. Pour le cas d'Alphonse, âgé de 50 ans, sa maladie a débuté par une petite plaie qui s'est aggravée et qui s'est terminée mal, le rendant infirme. Depuis 4 ans, il n'a plus jamais marché, abandonnant ses activités. C'était à peu près le même cas pour Suzanne et son fils Taïn, âgé de 25 ans. Tous les deux ont succombé à une maladie, les rendant inaptes à travailler et à se déplacer. Pour ces 3 cas, l'association Fiti a promis, outre ses aides financières et matérielles, de les hospitaliser afin qu'ils reçoivent les soins qui les méritent. Selon les médecins, Alphonse a vraiment besoin d'une chirurgie. L'association Fiti a pris en charge tous les frais relatifs à cette hospitalisation et à l'achat de tous les médicaments et matériels pour les soins. Les actions de l'association Fiti ne resteront pas là. Cette fois, c'était à travers une descente sur terrain qu'elle a montré sa volonté de venir en aide à ses prochains.
Enseignement maintenant sur les 40 participants au Salon des études qui se tient actuellement à Kourundjan. 2 seulement sont des écoles supérieures délivrant une formation typiquement scientifique. Cette situation démontre une fois de plus la difficulté pour les étudiants, notamment les nouveaux bacheliers, de décider de leur filière après l'obtention de leur baccalauréat scientifique. Une fois leurs études terminées, ils ont plus de chances toutefois de trouver des débouchés en tant que scientifiques. Marnatou Injaf et Yves Chanel. Si les autres universités privées, offrant des filières habituelles telles que l'informatique ou la gestion, ont environ 400 étudiants de la première année jusqu'à la 5e année, cet établissement n'a que 70 étudiants, la plupart des étudiants ayant des bacs série D et C, ainsi que techniques qui n'ont pas réussi au concours d'entrée à l'université publique ou optent tout simplement les universités privées, choisissent la plupart du temps ces filières. Selon cet ancien de cette école supérieure universitaire purement scientifique, les filières aviation aérienne ou télécommunications sont ceux qui attirent les nouveaux bacheliers. Les étudiants qui choisissent ces filières ont des multitudes de choix en ce qui concerne le monde du travail. Cet étudiant a par exemple choisi la filière informatique afin d'être un responsable d'un parc informatique. Selon lui, les débouchés ne sont pas rares et que leurs études peuvent leur octroyer un travail personnel. Nombreux ne savent même pas les différents types de filières pour les scientifiques. Dans le but de leur venir en aide, ce salon des études supérieures ayant 40 établissements qui y participent, dont 2 sont typiquement scientifiques, prendra fin vendredi prochain. Un tout nouveau centre d'accueil vient de voir le jour à Manchese, un centre qui prend en charge une quinzaine d'orphelins. Nous avons appris sur place que les 2 responsables de cet orphelinat, des enseignants, furent eux-mêmes des orphelins durant leur enfance. C'est ce qui les aurait poussés à créer ce centre. Comme la majorité des centres d'accueil, ils se heurtent au problème de financement pour faire tourner l'orphelinat et donner un sens à la vie de ces enfants qui sont pour la plupart abandonnés par leurs propres parents. C'est un reportage de Nathalie Ramanabe et Inzara Rangiatsu. Ils sont une quinzaine d'orphelins à vivre dans ce centre d'accueil à Manchese. La majorité a été abandonnée par leurs propres parents ou encore par leur famille, faute de moyens. Cette dame et son époux, tous 2 des enseignants, ont eu l'idée de créer ce centre, eux qui, tout petits, furent également abandonnés par leurs propres parents. Selon ses explications, elle et son mari visent surtout à offrir à ses enfants l'opportunité de s'épanouir dans la vie et réussir par leurs propres moyens et plus tard recueillir leurs propres parents au sein de leur foyer, ceux-mêmes qui les ont délaissés pour une raison ou une autre. Et pourtant, ce couple est confronté à des problèmes financiers pour faire tourner le centre, comme la majorité des centres d'accueil établis dans la capitale et ailleurs. Ils ne jouissent d'aucune aide financière, ils dépensent leur salaire d'enseignant dans ce centre d'accueil, en plus de l'argent qu'ils obtiennent de l'unique vache à lait qui produit pas moins de 6 litres de lait par jour. Comme nous le voyons sur ces images, ces orphelins sont élevés avec le strict minimum, le centre n'a que quelques lits, certains sont même obligés de dormir sur des matelas déposés par terre. À la cuisine, le centre utilise des simples ustensiles de cuisine. Avec l'aide de 7 autres enseignants qui font du bénévolat, le couple prend en charge l'éducation de ces orphelins, en plus des 45 autres enfants issus de plusieurs familles nécessiteuses. Néanmoins, pour le moment, ce centre d'accueil n'est pas propriétaire de cette maison. C'est pour cela qu'il procède à la construction de ce nouveau bâtiment, non loin du centre. Grâce à l'aide d'un ressortissant étranger, ils ont pu obtenir ce terrain et commencer la construction. Le couple envisage d'installer les orphelins au premier étage et le reste au rez-de-chaussée sera des salles de classe. Le centre dépense pas moins d'1,5 sac de riz et de 2 sacs de charbon par mois, en plus des 10 milliards de dépenses journalières. Toujours est-il que ces orphelins ont la chance d'avoir un foyer, de quoi manger tous les jours et une famille, des amis avec qui jouer sans être obligés de travailler. Une chance que la plupart des enfants de rue n'ont pas. Et voilà, point final à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée à tous.